À 2 heures du matin, mon fils m'a téléphoné, la voix brisée, comme si le sol se dérobait sous ses pieds, me suppliant de lui fournir 25 000 euros. Sa femme, prétendait-il, gisait dans un lit d'hôpital, et les médecins refusaient d'intervenir sans mon argent. Un bref instant, dans le calme profond de la nuit, la culpabilité a failli me faire céder et sortir de mon lit chaud, jusqu'à ce que je perçoive sa voix à elle, en arrière-plan, dictant ses instructions comme si j'étais leur distributeur automatique personnel. Subitement, une marée de souvenirs amers m'a submergé, chaque manque de respect, chaque fois qu'il m'avait rabaissé, chaque instant où il m'avait traité non comme le père qu'il avait élevé, mais comme un poids mort. J'ai donc coupé court en lui conseillant d'appeler son cher beau-père, avant de raccrocher. J'ai ensuite refermé les yeux et me suis laissé sombrer dans un sommeil d'une sérénité que je n'avais pas connue depuis des lustres. Cependant, le matin suivant, lorsque le téléphone a de nouveau retenti et qu'un policier s'est annoncé, ma perception de la réalité a volé en éclats. L'histoire de l'hôpital, ai-je découvert, n'était que le vernis d'une vérité infiniment plus sinistre. Une vérité qui allait exposer au grand jour l'étendue de leurs mensonges, de leur trahison et de leur insatiable avidité. Ce récit n'est pas celui d'un père qui plie. C'est celui d'un homme qui prend enfin conscience de la véritable nature de son fils et de sa belle-fille, et qui décide de leur faire face d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Suivez-moi, car les révélations de la police, les secrets que mon fils a tenté de dissimuler, et ma manière de renverser la situation sont des éléments que personne n'anticipe, et qui vous procureront une satisfaction bien plus grande que n'importe quelle histoire de vengeance. Mon nom est Jean Dubois. À 68 ans, je suis un ingénieur en génie civil à la retraite, ayant consacré 4 décennies de ma vie à la conception de ponts dans une région rurale de Normandie. J'ai érigé des œuvres faites pour perdurer, des liens qui permettaient aux gens de traverser les obstacles en toute sécurité. Je croyais maîtriser la science des fondations. Je croyais être capable de déceler les signes précurseurs d'un effondrement. La sonnerie a retenti à 2h07 précises. Je me souviens de l'heure exacte, car mes yeux sont restés fixés sur les chiffres écarlates du réveil numérique pendant 3 longues sonneries avant que ma main n'attrape enfin le combiné. À mon âge, un appel à une heure pareille est un présage funeste, un décès imminent ou déjà survenu. Mon cœur tambourinait dans ma poitrine avant même que j'aie pu prononcer un mot. Papa. Mon Dieu, papa, il faut que tu nous aides. La voix de Stéphane, rauque et empreinte d'un désespoir palpable, était celle d'un homme acculé. Mon fils, mon enfant unique, ce garçon à qui j'avais enseigné les rudiments de la vie, du vélo au football, en passant par l'importance d'une poignée de main sincère. C'est Chloé. Elle a fait un malaise à la maison. On est à l'hôpital local. Sa voix se cassa. Ils disent qu'elle doit être opérée d'urgence, un problème cardiaque. Papa, ils ne feront rien sans un paiement. 25 000 euros. On ne les a pas. Je t'en prie, papa. Je t'en prie. Je me suis assis sur le bord du lit, mes pieds nus touchant le parquet glacial de ma vieille maison de campagne. La chambre était baignée d'une obscurité que seule la lumière blafarde de l'écran du téléphone parvenait à percer. La place de Monique à mes côtés était vide, comme elle l'était depuis 2 ans. Je continuais de dormir sur mon bord du lit, comme pour lui conserver un espace, à elle ou à son souvenir. 25 000 euros. La somme planait dans la pièce comme une menace invisible. Mon esprit s'est tourné vers mon livret d'épargne, cet argent que Monique et moi avions mis de côté pour les coups durs, pour des petits-enfants qui ne sont jamais venus, pour un futur qui s'amenuisait d'année en année. J'ai revu tous ces chèques que j'avais faits pour Stéphane et Chloé. L'apport pour leur maison. La nouvelle voiture après l'accident de Chloé. Leur dette de carte de crédit, impuissant font que mes paiements ne parvenaient jamais à combler. Stéphane, respire, ai-je dit, m'efforçant de maîtriser le tremblement de ma propre voix. Dans quel hôpital êtes-vous? Qu'a dit le médecin, précisément? Un silence, un froissement de tissu, puis je l'ai entendu. Un chuchotement, presque inaudible, à peine perceptible à travers les parasites de la ligne, mais indubitable. Je savais qu'il poserait cette question. La voix de Chloé. Ni faible, ni agonisante. La voix d'un metteur en scène, d'un marionnettiste. Ces mots étaient pour Stéphane, pas pour moi. Mais le téléphone les avait trahis. 5 mots qui ont fait voler en éclats la mosaïque de mes certitudes. Je suis demeuré parfaitement immobile. Les ténèbres de la chambre semblaient s'intensifier, devenir plus denses. J'entendais le son de ma propre respiration, mesurée et calme,
comme celle que j'adoptais avant de défendre un projet complexe face à un parterre d'investisseurs dubitatifs. Garde ton calme. Analyse les faits. Ne cède pas à l'émotion avant d'avoir une vision claire de la situation. Papa, t'es encore là? Reprit Stéphane, la voix chargée d'une attente anxieuse. J'ai fermé les paupières. L'image de Monique s'est imposée à moi, telle qu'elle était sur son lit d'hôpital, 3 jours avant son départ. Elle était si frêle, sa poigne à peine sensible dans la mienne, mais son regard était d'une lucidité perçante. Jean, avait-elle soufflé, si jamais quelque chose arrive, va voir Cécile. Elle a ce qu'il te faut. Sur le moment, je n'avais pas saisi. Je l'avais crue désorientée, confuse par les médicaments. Mais Monique n'était jamais confuse. Monique percevait des choses qui m'échappaient. Papa, je t'en supplie. Il la prépare pour le bloc. Le temps presse. Mon esprit a été assailli par les images des dîners où Chloé levait les yeux au ciel à chacune de mes anecdotes. Des moments où elle qualifiait ma maison de « vieille bicoque ». De son regard lors de l'enterrement de Monique, un regard dénué de chagrin, mais chargé d'une lueur que je qualifierais de calculatrice. J'avais fermé les yeux sur tout cela, pour l'amour de Stéphane, pour son bonheur. Mais ce chuchotement glacial est suffisant. Appelle donc son père, ai-je déclaré. Ma voix était posée, presque détachée. Mon rôle de fond de secours est terminé. Papa, tu n'es pas sérieux. Elle se meurt. Non, pas du tout. J'ai mis fin à la communication. L'écran est retourné au noir. Le silence qui s'est installé était d'une intensité assourdissante. Je suis resté ainsi, assis au bord du lit, les mains sur les genoux, le regard perdu dans le vide. Je venais de refuser mon aide à mon fils. Je venais de lui dire non, pour la toute première fois en 38 ans. La culpabilité aurait dû me ronger. L'angoisse aurait dû m'étreindre. Mais c'est un tout autre sentiment qui m'a envahi. Un sentiment proche de la libération, comme la première goulée d'air après avoir frôlé la noyade. Je n'ai pas retrouvé le sommeil. Je me suis préparé un café et me suis installé à la table de la cuisine, observant l'aube chasser peu à peu l'obscurité. Mes pensées divaguaient vers les notions de fondation, de murs porteurs, de points de rupture, de toutes ces forces invisibles qui assurent la cohésion d'une structure ou provoquent sa ruine. Quelques instants plus tard, le téléphone a sonné à nouveau. Je l'ai saisi, m'attendant à voir le numéro de Stéphane. Ce n'était pas lui. Un numéro inconnu s'affichait, suivi de 2 mots qui ont glacé le café dans ma tasse, Gendarmerie nationale. J'ai décroché, mon café, depuis longtemps refroidi, posé sur la table. Monsieur Jean Dubois? La voix de l'homme était professionnelle, neutre, celle de quelqu'un habitué à transmettre des informations délicates. Inspecteur Nicolas Lefebvre, de la gendarmerie de la préfecture de Basse-Normandie. Pardonnez-moi de vous déranger si tôt, monsieur, mais une situation exige votre attention immédiate. J'ai regardé l'horloge murale de la cuisine. Il était à peine plus de 7 heures. La lumière grise de l'aube avait cédé la place à une lueur dorée, et les oiseaux s'éveillaient dans le jardin que Monique avait enchéri. J'étais assis à cette même table depuis près de 5 heures, obsédé par cette phrase murmurée. De quelle situation s'agit-il, inspecteur? Une pause. J'ai entendu le bruit de feuilles de papier que l'on manipule, le craquement d'un siège. Monsieur Dubois, saviez-vous qu'un appel d'urgence au 17 a été émis la nuit dernière vers 2h15, signalant une urgence cardiaque critique au domicile de votre fils? L'interlocuteur a fourni vos données d'assurance et a requis l'envoi d'une ambulance. Ma prise sur le téléphone s'est raffermie. 2h15. 8 minutes après l'appel de Stéphane. 8 minutes après avoir opposé un refus à mon fils pour la première fois de ma vie. Non, je l'ignorais. C'est ici que les choses se corsent, a repris Lefebvre. Nos agents et une équipe médicale sont arrivés à l'adresse indiquée en moins de 12 minutes. Personne n'a ouvert. Ils ont tenté de joindre le numéro à l'origine de l'appel, sans succès, tombant directement sur la messagerie. Après une attente de 20 minutes, ils ont dû repartir, conformément au protocole en l'absence de contact ou de signe de détresse visible. J'ai reposé ma tasse avec une extrême lenteur, craignant qu'elle ne se brise. Et la femme, celle qui était prétendument mourante? C'est la raison de mon appel, monsieur Dubois.
Nous avons contacté tous les établissements hospitaliers dans un périmètre de 80 km. Aucune patiente correspondant à la description n'a été admise cette nuit. Aucune urgence cardiaque pour une femme d'une trentaine d'années. Aucune trace de l'utilisation de vos informations d'assurance. Il marqua une nouvelle pause. Monsieur, nous avons de fortes raisons de croire que cet appel était une supercherie. Le mot a résonné en moi comme un gong. Supercherie. J'ai repensé au murmure de Chloé, à son ton calme et assuré. Je savais qu'il poserait cette question. Elle avait anticipé ma réaction, car elle m'avait analysé. Elle savait précisément où frapper, quelle corde sensible faire vibrer, quelle faille exploiter. Ce n'est pas tout, a ajouté Lefebvre. Notre service informatique a détecté une activité suspecte associée à votre nom. Entre 2h30 et 4h du matin, 3 tentatives d'accès à votre compte d'assurance maladie ont été effectuées. Elles ont échoué en raison d'un mot de passe erroné, mais l'adresse IP a été enregistrée. Il s'est éclairci la voix. Monsieur Dubois, cette adresse IP correspond à celle du domicile de votre fils. Je me suis levé, les jambes flageolantes, comme si le plancher de la cuisine s'était soudainement incliné. Je me suis approché de la fenêtre, mon regard se posant sur les rosiers de Monique, plantés l'année de la naissance de Stéphane. Ils étaient devenus un enchevêtrement sauvage, une jungle que je n'avais jamais eu le cœur de dompter comme elle le faisait. Monsieur Dubois, m'entendez-vous? Oui, je suis là. Ma propre voix me paraissait étrangère, lointaine. Inspecteur Lefebvre, me dites-vous que quelqu'un de ma propre famille a mis en scène une fausse urgence médicale pour tenter de s'emparer de mes informations financières et d'assurance? Je vous expose les faits tels qu'ils se présentent, monsieur. Je m'abstiens de toute conclusion hâtive, mais après 12 ans passés sur des affaires de ce type, je trouve ce schéma particulièrement inquiétant. Sa voix a baissé d'un ton, devenant plus confidentielle. J'ai déjà traité des cas similaires. En général, les auteurs ne s'arrêtent pas là. J'ai fermé les yeux. La demande de 25 000 €, la fausse urgence, les tentatives de piratage. Ce n'était pas l'appel à l'aide d'un fils aux abois. C'était autre chose. Un plan méticuleusement orchestré, répété. J'ai pensé à tous ces papiers que Chloé m'avait fait signer au fil des années, toujours avec son sourire radieux et une explication plausible. Des autorisations diverses, des procurations pour des comptes, des documents que j'avais paraphés en diagonale, aveuglé par la confiance que j'accordais à l'épouse de mon fils, convaincu qu'elle agissait pour le bien de la famille. Monsieur Dubois, je dois vous poser une question, et je vous demande d'y réfléchir sérieusement. Le ton de Lefebvre était devenu plus grave, plus solennel. Un membre de votre famille vous a-t-il récemment soumis des documents à signer dont vous n'auriez pas entièrement saisi la portée? Des actes juridiques, des autorisations financières, quoi que ce soit touchant à votre patrimoine ou à vos décisions médicales. Mon esprit est retourné à ce repas de famille de la Toussaint. Tandis que Stéphane était absorbé par un match de foot à la télévision, Chloé m'avait présenté un dossier. Quelques formalités pour la succession, avait-elle dit. Rien de bien méchant, je t'explique. J'avais signé 3 des 4 documents, puis une phrase, une clause concernant le pouvoir de décision, m'avait interpellé. Je lui avais dit que je préférais soumettre le reste à mon avocat. L'expression qui avait alors traversé son visage, un éclair fugace, n'était pas de la déception, mais une colère froide, maîtrisée. Oui, ai-je admis à voix basse. Oui, il y a eu des documents. Lefebvre a soupiré. Monsieur Dubois, je vous conseille vivement de prendre des mesures conservatoires. Faites opposition sur vos moyens de paiement si ce n'est déjà fait. Modifiez les mots de passe de tous vos comptes en ligne. Et si l'on vous sollicite pour de l'argent ou une signature, ne faites rien sans l'avis de votre avocat ou le nôtre. Vous croyez que cela va se reproduire? Je crois que la personne derrière tout ça prépare son coup depuis un certain temps. Les tentatives de connexion au portail de l'assurance indiquent qu'il possédait déjà des informations confidentielles, votre date de naissance, votre numéro de police, vos questions secrètes. Il fit une pause. Monsieur Dubois, je crois que l'auteur de ces faits vous connaît intimement, peut-être même mieux que vous ne le connaissez vous-même. La communication s'est terminée sur un silence seulement troublé par un léger grésillement. Dehors, le soleil était maintenant haut dans le ciel, dessinant de longues ombres dans le jardin. Mon regard s'est à nouveau posé sur les rosiers, et j'ai pensé à Monique, à son pragmatisme, à son intuition infaillible. Trouve Cécile,
m'avait-elle dit. Elle a ce qu'il te faut. J'ai raccroché et suis resté là, debout, le téléphone encore tiède dans ma main. La maison était silencieuse, le café froid. Quelque part en ville, dans la demeure que j'avais contribué à financer, mon fils et son épouse se réveillaient, ignorant que leur plan avait échoué. Ce que j'ignorais encore, c'était jusqu'où leur détermination les pousserait pour que le prochain réussisse. Après l'appel de l'inspecteur Lefebvre, je suis resté un long moment prostré dans la cuisine. Assis à la table où Monique et moi avions partagé 40 ans de petit déjeuner, j'ai laissé les souvenirs m'envahir. Ils ont déferlé comme un torrent, rompant les digues de ma mémoire. Tous ces instants que j'avais refoulés, toutes ces petites méchancetés que j'avais pardonnées. Au nom de la paix. Par amour pour mon fils. En me persuadant que la famille exigeait la tolérance. Mais la tolérance a ses limites. Et les miennes venaient d'être franchies. Le premier souvenir à émerger fut celui du jour de la mort de Monique. Je lui tenais la main dans cette chambre d'hôpital aseptisée, observant le souffle de plus en plus court, comptant les secondes entre chaque inspiration. Les moniteurs émettaient leur bip régulier. La lumière du jour filtrait à travers les stores vénitiens. Je priais, moi qui n'avais pas prié depuis des années, implorant une force supérieure, quelle qu'elle soit, de m'accorder un peu plus de temps. C'est alors que Chloé est entrée. Sans fleurs, sans larmes. Avec des questions. Jean, je sais que le moment est mal choisi, mais il faudrait qu'on parle de la maison. Stéphane et moi y avons réfléchi, et il nous semble judicieux d'anticiper les choses, tu sais, pour la suite. Elle se tenait au pied du lit de Monique, les bras croisés, comme une femme d'affaires en pleine négociation, et non une belle fille au chevet d'une mourante. Au fait, tu sais où Monique rangeait les papiers d'assurance et le testament? Il faudrait vérifier que tout est en ordre. Je suis resté muet. Incapable de formuler une réponse. J'ai scruté son visage, y cherchant en vain une once de compassion, une lueur d'humanité. Plus tard, après l'enterrement, après le balai des plats familiaux et des cartes de condoléances, après le silence assourdissant qui s'était abattu sur la maison, j'ai surpris une conversation entre Chloé et Stéphane, dans mon propre salon. Elle ne se doutait pas de ma présence dans le couloir. Ou peut-être s'en moquait-elle. Ta mère était tellement théâtrale, a-t-elle dit d'un ton léger, presque amusé. Même sa mort a été un spectacle. Toutes ces mains tenues, ces larmes franchement, Stéphane, je me demande comment tu as fait pour grandir avec ça. Stéphane est resté silencieux. Pas un mot pour défendre sa mère. Pas un mot pour me défendre. Il était là, complice par son silence, et j'ai senti quelque chose se figer en moi. D'autres souvenirs ont suivi. Ce repas de Noël où Chloé, balayant ma maison du regard, l'avait qualifié de « vieille bicoque », comme s'il s'agissait d'une plaisanterie spirituelle. Cette Toussaint où, après m'avoir demandé ma profession, elle m'avait interrompu pour lancer « Ah oui, c'est vrai. Constructeur de ponts pour les démunis. » Quelle noblesse. Cet anniversaire où elle avait porté un toast à la réussite de Stéphane, citant toutes les personnes importantes de sa vie, sauf moi, comme si j'étais déjà un fantôme. Chaque souvenir était une estafilade. Isolé, il semblait anodin. Mis bout à bout, il révélait un schéma que je ne pouvais plus nier. Chloé avait passé des années à me dévaloriser, à me faire sentir insignifiant, superflu, et je l'avais toléré, croyant que c'était le prix à payer pour ne pas perdre mon fils. Le téléphone a sonné de nouveau, me tirant de ma rêverie. L'écran affichait le nom de Gisèle Moreau, la meilleure amie de Monique, ma voisine depuis 30 ans, celle qui m'avait apporté des quiches tous les dimanches pendant 6 mois après les funérailles. Jean, merci mon Dieu, tu réponds. La voix de Gisèle était pressante, presque un murmure. Je dois te raconter quelque chose. J'ai vu quelque chose cette nuit, et ça me tracasse depuis ce matin. Je me suis redressé. Que as-tu vu? Vers minuit, impossible de trouver le sommeil. Tu sais ce que c'est, à notre âge. Je regardais par la fenêtre, et j'ai vu Chloé devant chez eux. Elle était en pleine forme, Jean. Elle marchait normalement. Aucun signe de maladie. Elle tenait un gros dossier, du genre de ceux qu'on apporte à un notaire. Mon étreinte sur le téléphone se fit plus ferme. Et ensuite? Elle a rejoint un homme que je ne connaissais pas. Il l'attendait en voiture, un peu plus bas dans la rue. Ils ont discuté une vingtaine de minutes, l'air très sérieux, à voix basse. Puis,
Elle lui a remis une enveloppe tirée du dossier. Il est parti, et elle est rentrée chez elle comme si de rien n'était. Les mots de l'inspecteur Lefebvre me sont revenus. L'auteur de ces faits vous connaît intimement. Gisèle, Monique t'a-t-elle déjà parlé de la famille de Chloé, de ses parents? Un silence. C'est curieux que tu me demandes ça. Chloé ne parle jamais de son père. Elle prétend qu'il est décédé quand elle était enfant. Mais Monique m'a dit autre chose une fois. Elle avait trouvé de vieux documents en aidant Chloé pour les papiers du mariage. Des documents qui laissaient entendre que son père était bel et bien vivant. J'ai enregistré l'information. Une nouvelle pièce du puzzle. Jean, il y a autre chose. La voix de Gisèle est devenue un chuchotement, comme si elle craignait d'être entendue. Cet homme, quand il est remonté dans sa voiture, le plafonnier s'est allumé. Je l'ai vu ranger les documents dans sa mallette. Ils avaient l'air officiels. Des actes notariés, peut-être. Et Jean, j'ai vu ton nom écrit dessus, aussi nettement qu'en plein jour. J'ai rappelé l'inspecteur Lefebvre dans les minutes qui ont suivi. Il m'a écouté sans m'interrompre relater le témoignage de Gisèle. La rencontre nocturne, le dossier, l'inconnu repartant avec des documents à mon nom. Un long silence a suivi mon récit. Monsieur Dubois, je me rends chez vous. J'y serai dans 20 minutes. Ne quittez pas votre domicile. Il est arrivé dans une voiture banalisée, en tenue de ville. Je l'ai fait entrer et l'ai conduit à la cuisine, à cette même table où j'avais passé la nuit à tenter de comprendre l'ampleur de la trahison. Lefebvre tenait un fin dossier sous son bras, et son expression me laissait présager de mauvaises nouvelles. Nous avons identifié l'individu décrit par votre voisine, a-t-il commencé en s'asseyant en face de moi. Il s'agit de Sébastien Leroy, 42 ans. Il a un casier judiciaire, Monsieur Dubois. Une condamnation pour escroquerie il y a 7 ans, dans la région d'Angers, dans le Val-de-Loire. Il a purgé 4 ans de prison et a été libéré il y a 18 mois. J'ai digéré l'information lentement. Un criminel de carrière, de mèche avec Chloé. Le tableau devenait de plus en plus sombre. Il y a plus, a poursuivi Lefebvre. Nous avons retrouvé son véhicule ce matin, sur le parking d'un motel à une vingtaine de kilomètres. Leroy était absent, mais nous avons trouvé quelque chose dans la voiture. Il a ouvert son dossier et a posé 2 photos sur la table. Des copies de mon acte de propriété, mes derniers relevés bancaires, une facture à mon nom, le tout dans une mallette sur le siège passager. Je suis resté à fixer les photos. Mon nom, mon adresse, mes données financières, soigneusement collectées par un escroc récidiviste. La violation était presque palpable, comme si on avait fouillé dans mes entrailles. Inspecteur Lefebvre, je dois tout vous raconter. Et c'est ce que j'ai fait. La rencontre nocturne, les questions financières insidieuses de Chloé au fil des ans. Les documents qu'elle avait tenté de me faire signer à la Toussaint, ceux que j'avais refusé de parapher sans consulter un avocat. Son regard, parfois, un regard qui n'était pas du mépris, mais quelque chose de plus froid, de plus calculateur. Lefebvre a pris des notes, son stylo courant sur son calepin. Quand j'ai eu terminé, il a posé son stylo et m'a regardé d'un air indéchiffrable. Monsieur Dubois, il y a un détail troublant dans l'affaire Leroy. L'escroquerie pour laquelle il a été condamné concernait le vol d'identité et l'abus de faiblesse sur une personne âgée. Mais l'identité de la victime n'a jamais été révélée. Le dossier a été classé secret. Leroy, lui, a toujours clamé son innocence, affirmant avoir été piégé par une personne de confiance qu'il aurait utilisée comme couverture avant de disparaître. Un frisson m'a parcouru. Vous soupçonnez Chloé d'être impliquée. Je ne tire aucune conclusion pour l'instant, mais la coïncidence est troublante. Lefebvre s'est penché vers moi. Monsieur Dubois, nous avons mené notre enquête depuis votre appel. Quelqu'un collecte méthodiquement vos informations personnelles depuis des mois. Nous avons découvert des demandes de crédit à votre nom que vous n'avez pas initiées. 2 demandes d'accès à vos dossiers médicaux. Et ceci, il a sorti un autre document, une ébauche de demande de mise sous tutelle, désignant Chloé Dubois comme votre représentante légale. Le document n'a jamais été finalisé, mais la démarche a été entamée. La pièce a semblé vaciller. Mise sous tutelle. Le pouvoir de décider à ma place, d'accéder à mes comptes, de vendre mes biens, de contrôler ma vie. Ce n'est pas un acte impulsif, a dit Lefebvre à voix basse.
C'est une opération de longue haleine, probablement planifiée avant même le décès de votre femme. Et Monsieur Dubois, vous êtes la cible. Les derniers mots de Monique m'ont à nouveau hanté. Trouve Cécile. Elle a ce qu'il te faut. Ma femme avait-elle tout deviné? Avait-elle vu ce que mon aveuglement m'empêchait de voir? Et le roi? Ai-je demandé. S'il prétend avoir été piégé, pourquoi collaborerait-il avec Chloé? Lefebvre a marqué une hésitation. C'est ce que je cherche à comprendre. Votre voisine nous a rapporté un détail intéressant. Elle a dit que pendant leur entretien, le roi observait Chloé avec une intensité qui n'avait rien d'affectueux. Elle a parlé d'un regard de prédateur. Avant que je puisse réagir, le téléphone de Lefebvre a vibré. Il a consulté le message et son expression a changé. Son calme professionnel s'est dissipé, remplacé par une tension palpable. Monsieur Dubois, nous devons vérifier vos comptes bancaires. Immédiatement. Lefebvre m'a accompagné en personne à la banque locale. Le trajet s'est fait en silence. Je regardais défiler les rues de mon village, ces maisons que j'avais vues sortir de terre, ces arbres que Monique et moi avions plantés. Tout semblait immuable, mais je savais que ce n'était qu'une illusion. Plus rien ne serait jamais comme avant. La directrice de l'agence, Madame Sandrine Roussel, que je connaissais depuis 20 ans, nous a installés dans son bureau. Son visage était fermé, soucieux. Elle a affiché mes comptes sur son ordinateur. J'ai pris place à côté de Lefebvre, les mains jointes, me préparant au pire. Monsieur Dubois, quand avez-vous consulté vos comptes pour la dernière fois? A-t-elle demandé. Il y a une semaine environ. Tout était en ordre. Elle a orienté l'écran vers moi. Regardez. Les chiffres qui s'affichaient étaient incompréhensibles. Mon compte courant indiquait une demande de virement de 25 000 €, en attente de validation. L'opération était datée de 2h47 du matin, quelques minutes après mon appel avec Stéphane. Le virement avait été initié alors que j'étais encore dans ma cuisine, essayant de donner un sens à ce qui venait de se produire. Je n'ai pas autorisé cette opération, ai-je murmuré. Je sais, a répondu Madame Roussel. Le système l'a bloquée car elle provenait d'un appareil inconnu. Mais ce n'est pas tout. Elle a fait défiler l'historique. La semaine dernière, il y a eu 3 tentatives de réinitialisation de votre mot de passe, toutes depuis des adresses IP différentes, toutes infructueuses car les réponses aux questions secrètes étaient incorrectes. Lefebvre s'est penché en avant. Quelqu'un essaie de prendre le contrôle de ses comptes. Madame Roussel a acquiescé gravement. Et ce n'est pas le plus grave. Elle a ouvert une autre fenêtre, et j'ai senti une sueur froide perler sur mon front. Monsieur Dubois, saviez-vous que vous êtes titulaire d'une ligne de crédit de 60 000 €? Je fixais l'écran, incrédule. Un crédit à mon nom, ouvert 4 mois plus tôt, avec un encours de 52 000 €, des mensualités de 800 € et une utilisatrice autorisée, Chloé Dubois. Je n'ai jamais ouvert ce crédit, ai-je affirmé. Je n'ai jamais rien signé de tel. Madame Roussel a affiché le contrat. Ma signature y figurait, mais j'ai immédiatement su que c'était un faux. L'écriture était trop appliquée, l'espacement trop parfait. Quelqu'un s'était exercé, s'approchant de mon écriture, mais pas au point de tromper celui qui la traçait depuis 68 ans. Les relevés étaient envoyés à une boîte postale à Rouen, a précisé Madame Roussel. Pas à votre domicile. L'adresse a été modifiée le lendemain de l'ouverture du compte. Les murs du bureau semblaient se rétrécir. 52 000 € de dette à mon nom. Une machination qui se tramait depuis des mois, transaction après transaction, pendant que je vivais dans l'ignorance, persuadé que mes finances étaient à l'abri. Lefebvre a pris la parole, pesant ses mots. Monsieur Dubois, c'est un cas d'école d'abus de faiblesse. On commence par des petites choses, des tentatives de réinitialisation de mots de passe, des demandes de renseignements sur le crédit. On teste les défenses, on cherche les failles. Puis on passe à la vitesse supérieure, les prêts, les virements, et enfin, les biens immobiliers. L'objectif final est souvent la mise sous tutelle. Une fois qu'on contrôle les décisions légales, on contrôle tout le patrimoine. Tutelle. Le mot résonnait comme un coup près. J'ai repensé à l'ébauche de demande que Lefebvre m'avait montrée. Chloé préparait son coup depuis des mois, peut-être des années, et j'étais resté aveugle. Il y a un dernier point, a ajouté Madame Roussel,
hésitante. Il y a 2 semaines, une femme du nom de Victoria Mercier nous a contactés. Elle se présentait comme votre conseillère financière et demandait des informations sur vos soldes et vos bénéficiaires. Elle fit une pause. Monsieur Dubois, ce nom, Victoria Mercier, vous dit-il quelque chose? Pas Chloé Dubois, mais un nom totalement différent. J'ai secoué la tête, mais j'ai gravé ce nom dans ma mémoire. Une pièce de plus à ajouter au puzzle. L'heure qui a suivi a été consacrée à geler mes comptes, modifier mes mots de passe et déposer des plaintes pour fraude. En sortant de la banque, ma tête bourdonnait et mes mains tremblaient. Lefebvre m'a ramené chez moi en silence. Je me suis assis à ma table de cuisine, regardant la lumière du jour décliner. Mon téléphone a vibré. Un SMS d'un numéro inconnu. Le message était laconique, méfiez-vous de son entourage. S. J'ai fixé cette initiale, S, pensant à Sébastien Leroy, l'escroc qui observait Chloé comme un chasseur. Avant même que j'aie pu y réfléchir, une autre notification. Cette fois, le numéro m'était familier. Chloé. Tu crois pouvoir m'arrêter? Tu n'imagines pas de quoi je suis capable. Ça s'arrêtera quand j'aurai décidé. J'ai relu le message de Chloé jusqu'à ce que l'écran s'assombrisse. La menace était à peine voilée. Elle voulait que je sache qu'elle menait la danse, que ma résistance était futile, que mes découvertes n'étaient qu'une goutte d'eau dans l'océan de ses manigances. J'ai posé le téléphone sur la table et j'ai attendu. Ils sont arrivés le lendemain matin. À 9 heures précises, des coups violents ont ébranlé ma porte d'entrée. Je m'y attendais. J'avais passé la nuit à me préparer, à classer les documents de Lefebvre, à répéter ma défense. Pendant 68 ans, j'avais fui les conflits. J'avais fait des compromis, ravalé ma fierté pour préserver l'harmonie. Cet homme-là n'existait plus, anéanti entre l'appel de 2 heures du matin et la découverte d'une dette de 60 000 € contractée en mon nom. J'ai ouvert la porte et j'ai trouvé Chloé, le visage inondé de larmes. Elle s'est engouffrée dans le salon, la main sur le cœur, secouée de sanglots qui paraissaient presque authentiques. Stéphane la suivait, le teint cireux, le regard fuyant. « Comment as-tu osé » a-t-elle hurlé en se tournant vers moi. « Comment as-tu pu nous laisser tomber » J'étais mourante, Jean, mourante, et tu as raccroché au nez de ton propre fils. Quel père indigne es-tu? Quel monstre refuse son aide à sa propre famille? Sa performance était digne d'une actrice consommée. Chaque geste, chaque inflexion de voix, chaque lèvre tremblante avait été minutieusement répétée. Je l'ai observé comme j'analysais autrefois la résistance des matériaux sur une maquette, cherchant le point de rupture, la fissure dans la façade. Tu n'étais pas mourante, ai-je dit d'une voix calme. Les sanglots de Chloé se sont interrompus une fraction de seconde. Pardon? Tu n'étais pas mourante. Aucun hôpital n'a enregistré ton admission cette nuit-là. L'appel d'urgence était un montage. Votre adresse IP a été utilisée 3 fois entre 2 et 4 heures du matin pour tenter d'accéder à mon compte d'assurance, et les 25 000 € que tu réclamais étaient déjà programmés pour un virement avant même que Stéphane ait fini de me parler. Ma voix est restée posée, presque douce. Tu as tout manigancé, Chloé, et tu t'es fait prendre. Ses larmes se sont taries comme par magie. La métamorphose était saisissante. La belle-fille éplorée s'est effacée pour laisser place à une femme plus dure, plus froide, plus authentique. Son regard s'est durci, sa mâchoire s'est crispée. Pour la première fois, je voyais la vraie Chloé. Tu délires, a-t-elle dit d'un ton neutre. Tu perds la tête. Tu es vieux. Tu ne te souviens même plus de ce qui s'est passé. Il serait peut-être temps que quelqu'un d'autre prenne les décisions à ta place. Comme la décision de souscrire un crédit de 60 000 € à mon nom. De falsifier ma signature sur le contrat? De faire envoyer les relevés à une boîte postale que je n'ai jamais ouverte? J'ai sorti les documents de ma poche et je les ai agités sous son nez. J'ai des copies de tout, Chloé. Le service antifraude de la banque est sur le coup. La police aussi. Une lueur a traversé son regard. Pas de la peur, non, plutôt un ajustement stratégique. Elle cherchait une nouvelle faille, une nouvelle approche. Stéphane s'est interposé, les mains en avant. Papa, je t'en prie. C'est un énorme malentendu. Chloé ne te ferait jamais de mal. Elle aime cette famille. Nous l'aimons.
Tu es peut-être juste un peu surmené. Tu as besoin de te reposer. On en reparlera à tête reposée. Il récitait un texte. J'entendais les mots de Chloé dans sa bouche, des mots qui sonnaient faux. Mon fils, mon unique enfant, était devenu une simple marionnette. Stéphane. Je l'ai regardé droit dans les yeux, ignorant Chloé. Étais-tu au courant pour le prêt? Ses yeux ont cherché ceux de sa femme, sa bouche s'est entr'ouverte. Un instant, j'ai cru revoir le garçon que j'avais élevé, celui qui me confiait tout, ses doutes, ses craintes. Il voulait parler. Les mots se pressaient sur ses lèvres. La main de Chloé s'est posée sur son bras. Une pression légère, mais suffisante pour lui rappeler qui tenait les rênes. La bouche de Stéphane s'est refermée. Il a détourné le regard. On devrait y aller, a dit Chloé d'un ton sec, se dirigeant déjà vers la porte. Manifestement, j'en ai plus toute sa tête. On va le laisser se calmer. Stéphane l'a suivi, mais s'est arrêté sur le seuil. Chloé était déjà dehors, se dirigeant vers le Renault 4. Un bref instant, nous nous sommes retrouvés seuls, mon fils et moi. Il s'est retourné, et j'ai lu dans son regard une détresse que je n'avais pas vue depuis des années. De la culpabilité, de la honte, et, à peine perceptible, un appel au secours. « Papa » a-t-il murmuré, si bas que j'ai failli ne pas l'entendre. « Il faut que je te parle, mais pas ici. » « Pas maintenant. » Avant que je puisse répondre, il a sorti son téléphone, a consulté l'écran. Son visage s'est crispé de douleur, comme s'il venait de recevoir un coup. Il a rangé son téléphone et a rejoint sa femme. Je suis resté sur le pas de la porte, les regardant s'éloigner. Juste avant de monter en voiture, Chloé s'est retournée. Un sourire froid, triomphant, a étiré ses lèvres. « J'ai déjà lancé la procédure, Jean » a-t-elle lancé, sa voix portant distinctement dans l'air du matin. « Dans 30 jours, tu ne seras plus en état de décider de quoi que ce soit. » J'ai suivi leur voiture du regard jusqu'à ce qu'elle disparaisse. Ces mots résonnaient dans ma tête. 30 jours. Un ultimatum. Le compte à rebours avant que je ne perde le contrôle de ma propre vie. Je suis resté longtemps sur le seuil, écrasé par le poids des événements. Le soleil matinal me réchauffait le visage, mais un froid glacial m'avait envahi. Cet après-midi-là, on a de nouveau frappé à ma porte. Des coups plus discrets, presque timides. C'était Cécile Leclerc, la meilleure amie de Monique, celle qui l'avait accompagnée à ses séances de chimiothérapie quand les mots me manquaient. À 70 ans, elle avait les cheveux d'argent et le regard vif. Elle tenait une petite boîte inifugée sous son bras, comme un trésor précieux et redoutable. « Jean » m'a-t-elle salué. « Je peux entrer ?» Je l'ai fait entrer dans le salon. Elle s'est assise au bord du canapé, la boîte posée sur ses genoux, les doigts protecteurs sur le couvercle. Le silence qui s'est installé était lourd de sens. « Monique m'a confié ceci 6 mois avant de mourir », a-t-elle finalement dit. Elle m'a fait jurer d'attendre, de le garder en lieu sûr et de ne te le remettre que lorsque tu en aurais un besoin absolu. Son regard embué de larmes s'est posé sur moi. Je crois que ce moment est arrivé. Cécile, qu'est-ce que c'est? Elle a posé la boîte sur la table basse. Ouvre, Jean. Monique savait. Elle savait ce que Chloé tramait. Elle l'a vu bien avant nous. Mes mains tremblaient en soulevant le couvercle. À l'intérieur, un épais dossier de documents officiels, portant l'entête de l'avocat de Monique. En dessous, une enveloppe plus petite contenant des notes manuscrites de ma femme, des photos, des impressions de mai et d'autres documents que je n'avais jamais vus. Et tout au fond, soigneusement emballé dans un tissu, une clé USB sur laquelle Monique avait inscrit au marqueur, pour Jean, le moment venu. J'ai pris la clé USB, la retournant dans mes doigts. Un si petit objet, mais je savais, avec une certitude quasi mystique, qu'il contenait la clé de tout. « Je vais te laisser », a dit Cécile d'une voix douce. « Appelle-moi si tu as besoin. » Après son départ, je suis resté seul dans le salon, la clé USB dans le creux de ma main. Le tic-tac de l'horloge murale, choisie par Monique lors de notre emménagement, rythmait le silence. J'ai hésité, craignant de découvrir ce que ma femme m'avait laissé, appréhendant d'entendre à nouveau sa voix. Mais Monique n'avait pas épousé un lâche. Je me suis rendu à mon bureau, j'ai branché la clé USB et j'ai ouvert l'unique fichier vidéo qu'elle contenait.
Son visage est apparu, et mon cœur s'est serré. Elle était sur son lit d'hôpital, amaigrie, le visage pâle, un foulard bleu dissimulant ses cheveux. Mais son regard était intact, clair, déterminé. Le regard de la femme qui avait partagé ma vie pendant 40 ans. Mon amour, a-t-elle commencé, et les larmes ont coulé sur mes joues. Si tu vois cette vidéo, c'est que Chloé est passée à l'action. Je regrette de ne pas être là pour me battre à tes côtés, mais j'ai fait tout mon possible pour te donner les armes nécessaires. Elle a repris son souffle, l'effort visible même à travers l'écran. 3 mois avant de tomber malade, Chloé est venue me voir, seule. Elle voulait parler de succession. Elle avait préparé des documents à me faire signer, pour transférer la maison au nom de Stéphane, pour des raisons fiscales, disait-elle. Quand j'ai refusé, quand je lui ai dit que je ne signerais rien sans toi, son masque est tombé. La voix de Monique s'est durcie. Elle m'a regardé avec un tel mépris, Jean, une haine si froide, si calculatrice. Et elle m'a dit, d'une manière ou d'une autre, j'aurai ce que je veux, et votre mari ne pourra rien y faire. J'ai agrippé le bureau, les jointures blanchies. C'est là que j'ai commencé à me préparer. J'ai contacté notre avocat et créé une fiducie irrévocable. Tous nos biens sont protégés. Elle ne peut toucher ni à la maison, ni au compte, à rien. Tout est dans la boîte, Jean. Les documents légaux, les preuves de toutes ces manigances, tout ce que j'ai pu rassembler. Un faible sourire a éclairé son visage, l'ombre de celui que j'avais tant aimé. Je continue de te protéger, mon amour, même d'ici. L'image a sauté. Monique s'est rapprochée de la caméra. Il y a autre chose. Chloé a des secrets. Elle m'a dit que son père était mort, mais j'ai trouvé des documents qui prouvent le contraire. Il est vivant, Jean, et je doute que nous soyons sa première cible. Son regard a transpercé l'écran, me fixant. Creuse. La vérité sur son passé est la clé pour l'arrêter. Elle a tendu la main vers la caméra, la main tremblante d'épuisement. Batte-toi, Jean. Tu es plus fort que tu ne le crois. Et n'oublie pas, tout ce dont tu as besoin est dans cette boîte. L'image s'est figée. Je pensais la vidéo terminée. Mais une dernière phrase est venue, à peine un murmure. Une dernière chose, mon amour. Une chose que j'ai découverte, sans pouvoir la prouver. Si mes soupçons sont fondés, tu n'es pas la première victime de Chloé. Et elle n'agit pas seule. L'écran est devenu noir, mais ces derniers mots ont continué de résonner en moi. Tu n'es pas la première victime de Chloé. Et elle n'agit pas seule. Je suis resté dans mon bureau jusqu'à la tombée de la nuit, épluchant chaque document, déchiffrant chaque note de ma femme. Elle avait monté un dossier pendant des mois, rassemblant des preuves que j'étais trop aveugle pour voir. Même rongée par la maladie, elle s'était battue pour me protéger. Le lendemain matin, Lefebvre est arrivé avec des nouvelles qui m'ont pétrifié. Elle a déposé une demande de mise sous tutelle en urgence hier, a-t-il annoncé, un dossier à la main. Chloé prétend que vous êtes mentalement inapte et dangereux pour vous-même. Elle demande au tribunal de lui confier la pleine autorité sur vos décisions médicales et financières. J'ai pris le dossier et je l'ai ouvert. Le contenu était accablant. Des photos de ma cuisine, un capharnaüm de vaisselle sale, de poubelles débordantes et de nourriture avariée. Je n'avais jamais vu ces photos. Ce n'était pas ma cuisine, mais elle portait mon adresse et était datée du mois précédent. Ce sont des faux, ai-je dit. Ma maison n'a jamais été dans cet état. Je sais, a répondu Lefebvre d'une voix sombre. Et ce n'est pas tout. J'ai tourné les pages. Des témoignages de voisins inconnus, affirmant m'avoir vu errer dans mon jardin la nuit, parlant seul, désorienté. Une lettre, prétendument de mon médecin traitant, le docteur Simons, exprimant de graves inquiétudes quant à mon déclin cognitif et recommandant une intervention urgente. J'avais vu le docteur Simons 3 mois plus tôt pour un simple contrôle. Il m'avait assuré que j'étais en parfaite santé pour mon âge. La lettre du médecin est un faux, ai-je affirmé. Je peux le prouver. Très bien. Il le faudra. Lefebvre s'est assis en face de moi, le visage grave. Jean, vous devez comprendre la situation. L'audience préliminaire aura lieu dans 2 semaines. Si Chloé obtient la tutelle, elle devient votre représentante légale. Elle décidera de tout, vos traitements, votre lieu de vie, et surtout, vos finances. Elle pourra vendre votre maison,
videz vos comptes, vous placez en institution, tout cela en prétendant agir dans votre intérêt. Les murs de mon salon semblaient se rapprocher. Tout ce que Monique et moi avions bâti en 40 ans, tout le fruit de mon travail, pouvait être balayé par un juge sur la base de mensonges éhontés. Dans ce genre d'affaires, le demandeur a souvent gain de cause, a poursuivi Lefebvre à voix basse. Les juges voient une belle fille dévouée, un homme âgé et seul. Ils tirent des conclusions hâtives. Ils veulent croire qu'ils protègent une personne vulnérable, et non qu'ils arment un prédateur. J'ai refermé le dossier. Mes mains étaient fermes. Mon esprit, lucide. Monique n'avait pas élevé un homme qui baisse les bras. Alors, je vais faire en sorte qu'il voie la vérité. L'après-midi même, j'ai pris contact avec une avocate, maître Valérie Martin, spécialisée dans les cas d'abus de faiblesse. Elle a examiné les documents de la fiducie de Monique et a confirmé la solidité du montage, une fiducie irrévocable qui mettait à l'abri l'essentiel de mon patrimoine. Chloé ne pourrait toucher ni à la maison, ni à mes comptes de retraite, quelle que soit l'issue de la procédure de tutelle. Mais cela ne suffisait pas. Je devais prouver ma compétence mentale et le caractère frauduleux de la démarche. Le cabinet de la docteure Monique Bernard était situé dans un immeuble médical discret du centre-ville. Psychologue clinicienne chevronnée, avec 30 ans d'expérience en évaluation cognitive, elle était l'experte dont l'avis pèserait lourd au tribunal. L'évaluation a duré 1h30. Elle a testé ma mémoire, ma logique, ma capacité à analyser des informations et à prendre des décisions. Elle m'a questionné sur mon quotidien, mes finances, ma compréhension de la situation juridique. À la fin, elle a posé son stylo et m'a regardé avec une pointe d'admiration. Monsieur Dubois, vous êtes plus alerte que bien des gens de la moitié de votre âge. Votre mémoire est excellente. Votre raisonnement est sans faille. Votre santé mentale ne fait aucun doute. Elle a signé le rapport et me l'a tendu. La personne qui a initié cette procédure est soit dans l'erreur la plus totale, soit elle ment de manière délibérée. Je suis prête à en témoigner au tribunal. Je l'ai remercié et je suis rentré chez moi, le rapport d'évaluation sur le siège passager, un bouclier contre l'obscurité qui menaçait de m'engloutir. Mon téléphone a vibré 2 fois pendant le trajet. Le premier message, d'un numéro inconnu, elle se faisait appeler Victoria Mercier avant de devenir Chloé Dubois. Cherchez ce nom. S. Le second, de Stéphane, papa, il faut que je te voie seul. J'ai quelque chose d'important à te dire, s'il te plaît. J'ai montré les 2 messages à maître Valérie Martin le soir même. Elle a étudié la demande de Chloé, le front plissé. Jean, il y a quelque chose qui cloche, a-t-elle finalement dit. La demande est truffée d'incohérences. Les fausses preuves ne résisteront pas à un examen approfondi. Mais la forme, le jargon, la stratégie juridique sous-jacente, elle a levé les yeux vers moi. C'est trop professionnel, trop bien ficelé. Elle a bénéficié d'une aide extérieure, et pas celle d'un novice. Maître Martin a posé les documents. J'ai déjà vu ce genre de dossier, monté par des gens qui connaissent les rouages du système. Jean, je ne crois pas que ce soit son premier coup d'essai. Les mots de Maître Martin ont résonné en moi toute la nuit. Ce n'est pas son premier coup d'essai. Allongé dans le noir, les yeux fixés au plafond, je pensais au schéma. En ingénierie, on apprend qu'un effondrement n'est jamais dû à une seule cause. Un pont ne cède pas à cause d'un unique défaut, mais sous l'effet de contraintes accumulées, de tensions répétées, de faiblesses qui s'additionnent jusqu'au point de rupture. Le plan de Chloé obéissait à la même logique. Il n'était pas né de rien. Il avait été construit, affiné, perfectionné par l'expérience. Pour m'en sortir, je devais cesser de penser en victime et commencer à penser en ingénieur. Le lendemain matin, j'ai lancé la contre-attaque. Je me suis rendu à la quincaillerie et j'ai acheté 3 caméras de sécurité, enregistrant en continu et stockant les données sur un serveur distant. Je les ai installées moi-même, une pointée sur l'entrée, une sur l'allée, une à l'arrière de la maison. La loi m'autorisait à filmer sur ma propriété. Toute interaction à mon domicile serait désormais enregistrée. J'ai méthodiquement classé toutes les preuves, les rapports de l'inspecteur Lefebvre, les relevés bancaires prouvant le crédit frauduleux, les signatures falsifiées, les SMS menaçants de Chloé, le dossier de Monique, l'évaluation de la docteure Bernard. J'ai fait des copies de tout, que j'ai stocké en 3 endroits différents, confiant un jeu à Gisèle Moreau. Si quelque chose devait m'arriver, les preuves me survivraient.
Mon esprit cartésien trouvait un certain réconfort dans cette démarche. Identifier les failles, collecter les données, concevoir une solution infaillible. J'avais appliqué ces principes aux ponts et aux bâtiments pendant 40 ans. Je les appliquais maintenant à ma propre survie. L'après-midi, j'ai retrouvé maître Valérie Martin à son cabinet. Elle n'avait pas chômé. Sur sa table de conférence, des documents que je n'avais jamais vus, des impressions et des dossiers qu'elle avait obtenus via son réseau. La demande de tutelle est notre priorité, a-t-elle commencé. Mais c'est aussi notre meilleure carte. Chloé a été trop loin. Elle a soumis de fausses preuves à un tribunal. Ce n'est pas seulement un motif de rejet, c'est une infraction pénale. Elle a tapoté une pile de documents. Nous allons démonter sa demande point par point. Votre évaluation psychiatrique, les preuves de manipulation financière, les rapports de police sur le faux appel d'urgence. À la fin, non seulement le juge rejettera sa demande, mais il se demandera pourquoi elle n'est pas déjà en garde à vue. Mais ça ne suffit pas, ai-je dit. Il faut prouver qu'elle a déjà fait ça. Maître Martin a acquiescé. J'y travaille. Elle a tiré une feuille de la pile et l'a fait glisser vers moi. Le nom de Victoria Mercier apparaît dans une affaire de fraude classée secrète dans les environs d'Angers, en 2017. Le nom de la victime est confidentiel et le dossier est scellé, mais j'ai pu obtenir quelques informations d'un confrère qui travaillait là-bas à l'époque. J'ai examiné le document. Un résumé succinct, date et chef d'accusation. Escroquerie, vol d'identité, abus de faiblesse sur un adulte vulnérable. Les poursuites avaient été engagées, puis mystérieusement abandonnées 6 mois plus tard. Pas d'explication, pas de procès, pas de condamnation. Le mode opératoire est identique à ce que vous subissez, a dit maître Martin à voix basse. Manipulation financière systématique, faux documents, tentative de prise de contrôle légal du patrimoine de la victime. Qui que soit cette Victoria Mercier, elle savait parfaitement ce qu'elle faisait. Victoria Mercier. Le nom de la demande de renseignement à la banque. Le nom du SMS anonyme. Le nom que Chloé utilisait avant de devenir Chloé Dubois. En rentrant chez moi ce soir-là, un paquet m'attendait dans ma boîte aux lettres. Pas d'expéditeur, pas de timbre, juste une enveloppe matelassée avec mon nom écrit en majuscules. À l'intérieur, un téléphone prépayé bas de gamme. L'écran affichait un unique message, demain midi, au bistrot de la rue des Remparts. Venez seul. Je ne suis pas votre ennemi. Assis dans ma cuisine, je retournais le téléphone dans mes mains. La raison me criait au danger. Sébastien Leroy avait un casier judiciaire. On avait trouvé mes documents dans sa voiture. Tout me disait que c'était un piège, une nouvelle manigance de Chloé pour me nuire. Mais la raison me disait aussi que quelque chose clochait. Les SMS anonymes m'avertissant de me méfier. Le témoignage de Gisèle, décrivant son regard de chasseur, pas de complice. L'affaire classée danger. Si Sébastien Leroy était le partenaire de Chloé, pourquoi m'enverrait-il des avertissements? Pourquoi prendrait-il le risque de me contacter? Les derniers mots de Monique résonnaient en moi. Tu n'es pas la première victime de Chloé, et elle n'agit pas seule. Et si Sébastien Leroy n'était pas son partenaire? S'il était autre chose? J'étais en pleine réflexion quand mon téléphone a sonné. Le numéro de Stéphane. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Papa. Sa voix n'était qu'un souffle, tremblant de ce qui semblait être de la peur. Papa, je n'en peux plus. Stéphane, qu'est-ce qui se passe? J'ai des preuves. Les mots se bousculaient, chargés de désespoir. De vraies preuves. Des choses que je rassemble depuis des mois. Des enregistrements, des documents, tout ce qui prouve ses agissements. J'ai entendu sa respiration saccadée. Mais si elle apprend que je les ai, elle me détruira. Elle m'a déjà menacé de tout me mettre sur le dos. Elle a des papiers signés de ma main, des choses que je ne me souviens même pas d'avoir signées. J'ai serré le téléphone. Stéphane, écoute-moi. Quoi que tu aies, on peut s'en servir. On peut te protéger. Il faut que je te voie, papa, demain. Seul. Pas chez toi. Pas là où elle pourrait nous voir. Il fit une pause. Le parc sur la route de Miller, là où on jouait quand j'étais petit. Retrouve-moi là-bas à 14 h. J'apporterai tout.
La communication s'est coupée. Je suis resté dans l'obscurité de ma cuisine, les deux téléphones en main. Demain, midi, rendez-vous avec Sébastien Leroy au bistrot de la rue des Remparts. Demain, 14 h, rendez-vous avec mon fils au parc de la route de Miller. 2 rendez-vous, 2 sources d'informations, 2 chances de comprendre enfin toute la vérité, ou 2 pièges destinés à me faire tomber. Je n'ai pas dormi de la nuit. Assis dans mon bureau, les 2 téléphones devant moi, j'ai pesé le pour et le contre jusqu'à l'aube. Au matin, ma décision était prise. Sébastien Leroy attendrait. Mon fils était ma priorité. J'ai appelé Stéphane et je lui ai dit de venir chez moi. Les caméras étaient là. Les preuves étaient là. En cas de problème, tout serait enregistré. Il a accepté sans discuter, la voilasse. Il est arrivé peu après 13 h, au volant d'une voiture que je ne connaissais pas. Quand il en est sorti, j'ai eu du mal à le reconnaître. Il avait pris 10 ans en 2 semaines. Ses vêtements étaient froissés, ses cheveux en désordre, des cernes profonds marquaient son visage. Il avançait comme un condamné à mort, chaque pas empreint d'une lourde angoisse. Je l'ai accueilli à la porte et l'ai fait entrer sans un mot. Il s'est assis à la table de la cuisine, cette même table où j'avais appris la mort de Monique, cette même table où j'avais commencé à entrevoir la trahison de Chloé. Le silence s'est installé. Puis, Stéphane a sorti de sa poche une petite clé USB et l'a posée sur la table. Il y a 6 mois, a-t-il commencé d'une voix à peine audible, je soupçonnais Chloé de me tromper. J'ai regardé la clé, puis le visage de mon fils. Que as-tu fait? J'ai installé un mouchard sur mon téléphone, une application qui enregistre tout en arrière-plan. Je voulais la prendre sur le fait. Je voulais la preuve de son infidélité. Un rire amer, sans joie, a secoué ses épaules. Ce que j'ai découvert était bien pire. Il a poussé la clé vers moi. Il y a des centaines d'heures d'enregistrement là-dessus. Des conversations avec des avocats, des appels à des inconnus, des monologues qu'elle tenait quand elle se croyait seule. Quand elle ignorait que mon téléphone, à proximité, enregistrait tout. Ses mains tremblaient sur la table. Papa. J'ai tout entendu. Tous ses plans, tout ce qu'elle a fait. J'ai pris la clé USB, sentant son poids dans ma main. Un si petit objet, de si lourdes conséquences. Fais-moi écouter, a dit Stéphane. Tu dois l'entendre de tes propres oreilles. Je me suis rendu à mon bureau et j'ai inséré la clé dans l'ordinateur. Stéphane s'est placé derrière moi pendant que les fichiers se chargeaient. Des dizaines d'enregistrements audio, tous horodatés et nommés. J'ai cliqué sur le premier. La voix de Chloé a empli la pièce, claire, dénuée de tout remords. Le vieil homme est plus facile à manipuler que je ne le pensais. Encore quelques mois, et on le fera mettre sous tutelle. Une fois que j'aurai les pleins pouvoirs, tout sera à moi. La maison, les comptes, tout. J'ai cliqué sur un autre fichier. La voix de Chloé, encore, rieuse cette fois. Stéphane est trop naïf pour se douter de quoi que ce soit. Il croit vraiment que je l'aime. Tu te rends compte? Il s'imagine qu'on construit notre avenir ensemble pendant que je plume son père. Un autre fichier. Chloé au téléphone. Ton professionnel. L'affaire d'Angers est réglée. Ils ont scellé le dossier, comme je l'ai demandé. Impossible de faire le lien entre Victoria et Chloé maintenant. Autre région, autre nom, autre cible. C'est parfait. Je me suis tourné vers mon fils. Il pleurait en silence, les larmes ruisselant sur ses joues, les épaules secouées de sanglots contenus. Je voulais te le dire, papa. Les mots sortaient difficilement, hachés par le chagrin. Chaque jour, je voulais l'arrêter. Mais elle a découvert mes soupçons. Elle a fouillé mon téléphone, trouvé l'application, compris que j'enregistrais tout. Il a essuyé son visage d'un revers de main. Elle m'a dit que si je la trahissais, elle me ferait tout mettre sur le dos. Elle a des documents signés de ma main, des prêts que je ne me souviens pas avoir contractés, des virements que je n'ai jamais autorisés. Elle m'a dit qu'elle s'arrangerait pour que je finisse en prison pendant qu'elle s'en tirerait à bon compte. Je me suis levé et je me suis approché de lui. J'ai posé mes mains sur ses épaules, sentant sa maigreur, sa fragilité. Depuis quand te fait-elle chanter? 3 ans. Il a levé vers moi des yeux rougis. Avant même la mort de maman.
J'étais son otage, papa. Chaque jour, je me réveillais avec la peur au ventre. Chaque nuit, je me demandais si c'était le jour où elle allait me détruire. Je l'ai serré dans mes bras, notre première véritable étreinte depuis des années. Il n'était pas faible. Il n'était pas complice. Il était victime, terrorisé par une personne en qui il avait placé sa confiance, prisonnier de signatures falsifiées et de preuves fabriquées. J'avais passé des semaines à lui en vouloir pour son silence. Je comprenais maintenant que ce silence était sa seule bouée de sauvetage. Ces enregistrements sont recevables, ai-je dit doucement. La loi française autorise l'enregistrement si l'un des interlocuteurs est consentant. Tu étais présent à chaque conversation. Ces preuves sont valables. Stéphane a hoché la tête contre mon épaule. Il y a autre chose. Elle a parlé d'un certain Sébastien. Elle a dit, s'il me retrouve, je ferai comme la dernière fois. Les hommes sont si faciles à manipuler. Il s'est reculé, s'essuyant les yeux. Et papa, elle a un deuxième téléphone, un qu'elle cache. Je l'ai vu s'en servir tard le soir, quand elle me croyait endormi. Les contacts sont enregistrés sous des initiales. Pas de nom. J'ai noté l'information. Une autre pièce du puzzle. Sébastien Leroy, l'escroc, celui qui m'envoyait des messages anonymes. Peut-être n'était-il pas le complice de Chloé. Peut-être était-il une autre de ses victimes. Stéphane m'a agrippé le bras, les doigts s'enfonçant dans ma chair, les yeux exorbités de peur. Papa, il y a encore une chose. La semaine dernière, je l'ai entendu au téléphone dans le garage. Je n'ai pas tout saisi, mais j'ai entendu quelques mots. Il a dégluti. Elle a dit quelque chose comme finir ce qu'on a commencé. Et papa, elle a parlé de maman. Mon sang s'est glacé. Qu'a-t-elle dit? La voix de Stéphane n'était plus qu'un murmure, comme si prononcer ces mots à voix haute pouvait les rendre réels. Elle a dit, Monique devenait trop curieuse. Heureusement que la nature a réglé le problème. Les mots de Stéphane ont longtemps hanté mon esprit après son départ. Monique devenait trop curieuse. Heureusement que la nature a réglé le problème. Assis seul dans ma cuisine, tandis que les ombres s'allongeaient, je retournais cette phrase dans tous les sens. Ma femme était morte d'un cancer. Les médecins avaient été formels. Le diagnostic avait été confirmé par plusieurs spécialistes. Et pourtant, Chloé parlait de sa mort comme d'un événement opportun, d'un problème résolu. Je ne pouvais pas me permettre de sombrer dans cette horreur. Pas maintenant. J'avais un autre rendez-vous. Le bistrot de la rue des Remparts était un petit établissement sans prétention, de ceux qui survivent aux décennies en servant du bon café et en cultivant la discrétion. Je suis arrivé avec un quart d'heure d'avance et j'ai choisi une table au fond, d'où je pouvais observer l'entrée. Le téléphone prépayé pesait dans ma poche. L'instinct me criait de fuir, mais toutes les preuves suggéraient que Sébastien Leroy détenait la clé de l'énigme. Il est entré à midi pile. Je l'ai reconnu d'après les photos de Lefebvre, mais l'homme qui s'est approché de moi était différent. Sébastien Leroy avait l'air d'un homme rongé de l'intérieur, plus vieux que ses 42 ans. Ses vêtements étaient trop larges pour sa silhouette amaigrie. Ses yeux étaient cernés, le regard de quelqu'un qui en a trop vu et qui ne fait plus confiance à personne. Il s'est assis en face de moi sans me tendre la main. Nous nous sommes observés en silence. Deux hommes unis par le même bourreau. Merci d'être venu, a-t-il finalement dit. Sa voix était basse, prudente. Je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Alors donnez-m'en une. Il a acquiescé, comme s'il s'y attendait. Il y a 7 ans, j'ai rencontré une femme, Victoria Mercier. Elle était belle, charmante, tout ce que j'avais toujours cherché. Elle m'écoutait, me valorisait. En 3 mois, j'étais persuadé d'avoir trouvé la femme de ma vie. Il a marqué une pause, la mâchoire contractée. 6 mois plus tard, j'étais en prison pour une escroquerie que je n'avais pas commise, et elle s'était volatilisée avec 80 000 € de mes économies. J'ai scruté son visage, y cherchant un signe de mensonge. Je n'y ai vu que de la souffrance. Elle avait accès à tout, a poursuivi Sébastien. Mes comptes, mes cartes de crédit, mon numéro de sécurité sociale. Je lui avais tout donné, aveuglé par la confiance. Le temps que je comprenne, elle avait souscrit des crédits à mon nom, falsifié ma signature sur des demandes de prêt, viré de l'argent sur des comptes inconnus.
Ses poings se sont serrés sur la table. Quand je l'ai confrontée, elle a retourné la situation. Elle est allée à la police, avec des preuves que c'était moi l'escroc, des documents signés de ma main, des témoins affirmant m'avoir vu la menacer. Le dossier était si bien monté que mon propre avocat m'a conseillé de plaider coupable. 4 ans, ai-je dit à voix basse. 4 ans de prison pour des crimes qu'elle a commis. La voix de Sébastien était calme, mais je sentais la rage qui couvait. Une rage froide, patiente, de celles qui ne s'éteignent pas mais se solidifient. Quand je suis sorti, Victoria Mercier avait disparu. Pas d'adresse, pas de trace. Comme si elle n'avait jamais existé. Comment l'avez-vous retrouvée? Je n'ai jamais abandonné. Il a sorti de sa veste un carnet élimé. J'ai passé 3 ans à remonter chaque piste, chaque alias, chaque victime. Elle est méticuleuse, Monsieur Dubois. Elle change de nom, de lieu, attend des années entre chaque coup. Mais elle commet des erreurs, des petites, et je les ai toutes notées. Il a ouvert le carnet à une page couverte de noms et de dates. Il y a 6 mois, je cherchais son visage sur les réseaux sociaux. C'est là que j'ai vu une photo sur le compte de votre fils, une photo de mariage. La femme à côté de lui avait vieilli, ses cheveux étaient différents, mais j'ai reconnu son regard. Je le reconnaîtrai entre 1000. Chloé, ai-je dit. Victoria. La voix de Sébastien s'est durcie. Elle a fait ça au moins 4 fois, à ma connaissance. Noms différents, régions différentes, même scénario. Elle cible les hommes fragiles, les solitaires, les personnes âgées, les âmes en quête d'amour. Elle tisse sa toile pendant des mois, parfois des années. Puis elle frappe, vol d'identité, escroquerie, fausses accusations. Et si quelqu'un se rebelle, elle le piège avec des documents qu'ils ont signés en toute confiance. Il a refermé le carnet et m'a regardé droit dans les yeux. Je ne suis pas venu pour l'aider, Monsieur Dubois. Je suis venu pour vous prévenir, et pour vous demander de m'aider à l'arrêter. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Parce que vous avez ce que je n'ai jamais eu. Un fils prêt à témoigner contre elle. Un policier qui prend l'affaire au sérieux. Et les moyens de vous défendre. Sébastien s'est penché en avant. Il y a autre chose. Quelqu'un qui en sait peut-être plus que moi, son père. J'ai été surpris. Elle a toujours dit qu'il était mort. C'est ce qu'elle m'a dit aussi. Mais je l'ai retrouvé il y a 2 ans. Il s'appelle Pierre Mercier. Il vit dans un village en Provence. L'expression de Sébastien s'est assombrie. Elle l'a escroqué lui aussi, Monsieur Dubois. Son propre père. Elle lui a volé 50 000 € et a disparu. Il attend depuis des années de pouvoir témoigner contre elle. Sébastien a sorti de sa veste un épais dossier. Il l'a fait glisser sur la table. Je l'ai ouvert, les mains fermes malgré le tumulte qui m'agitait. À l'intérieur, des photos, des rapports de police, des documents judiciaires de 3 régions différentes, des listes d'alias, des témoignages de victimes qui n'avaient pas osé porter plainte, et, au fond, une feuille de papier couverte de l'écriture de Sébastien. J'ai lu lentement, pesant chaque mot. Son vrai nom est Victoria Mercier. Elle a volé plus de 400 000 € à au moins 5 victimes, et je peux le prouver. Je suis sorti du bistrot avec le dossier de Sébastien, un bouclier contre ma poitrine. Les preuves qu'il contenait étaient le témoignage de la souffrance de nombreuses victimes, pas seulement la mienne. 400 000 €. 5 victimes. 3 régions. Et ce n'était que celle que Sébastien avait pu retrouver. Combien d'autres y avait-il eu? Combien de vies brisées avant qu'elle ne se réinvente sous un autre nom, dans un autre lieu? Il était temps que cela cesse. J'ai passé les 3 jours suivants à passer des appels et à organiser des réunions. Un par un, j'ai réuni ceux qui allaient m'aider à faire tomber Chloé. L'inspecteur Lefebvre, qui enquêtait sur elle depuis le premier appel frauduleux. Maître Valérie Martin, mon avocate, qui préparait déjà la contre-offensive. Sébastien Leroy, qui attendait sa vengeance depuis 7 ans. Gisèle Moreau, témoin clé de la rencontre nocturne. Et Cécile Leclerc, la gardienne du dernier secret de Monique. Nous nous sommes retrouvés dans mon salon un jeudi soir. Rideau tiré, caméra en marche. 6 personnes animées par le même objectif, démasquer un prédateur qui avait sévi dans l'ombre trop longtemps.
Maître Martin a étalé les preuves sur la table basse, les enregistrements de Stéphane, le dossier de Sébastien, les relevés bancaires, les signatures falsifiées, les fausses preuves de la demande de tutelle. Lefebvre a ajouté ses propres pièces, le rapport sur le faux appel d'urgence, les tentatives d'accès au portail de l'assurance, mes dépositions. L'ensemble formait une image accablante d'une activité criminelle systématique et de longue date. C'est plus que suffisant pour un mandat d'arrêt, a dit Lefebvre. Escroquerie, vol d'identité, production de faux, abus de faiblesse. Je peux l'obtenir dès demain matin. Et après ? A objecté Maître Martin d'un ton pragmatique. Elle est arrêtée. Elle prend un ténor du barreau. Elle se pose en victime. Elle prétend que les preuves sont fausses, que les témoins mentent, que les enregistrements sont truqués. L'affaire traîne pendant des années, elle est libérée sous caution, elle détruit les preuves et intimide les témoins. Elle a secoué la tête. J'ai déjà vu ce scénario. Ce genre de personne connaît le système. Un silence s'est abattu sur la pièce. Nous savions tous qu'elle avait raison. Chloé avait déjà échappé à la justice. Elle avait piégé Sébastien Leroy. Elle avait terrorisé mon fils. Elle avait agi en toute impunité, exploitant la tendance naturelle des gens à vouloir croire en la bonté de leurs proches. Il faut qu'elle se trahisse elle-même, ai-je dit doucement. Il faut qu'elle s'incrimine de manière si flagrante qu'aucun avocat ne puisse la défendre. Sébastien s'est penché en avant. Comment comptez-vous vous y prendre ? J'avais mûri mon plan pendant des jours, l'analysant sous tous les angles, comme je le faisais pour un pont. La plus grande force de Chloé était sa capacité à manipuler, à séduire, à se faire passer pour la victime. Mais sa plus grande faiblesse était aussi sa plus grande force, sa cupidité. Elle en était arrivée là parce qu'elle convoitait mes biens, tout ce que Monique et moi avions construit. Elle n'arrêterait pas avant d'avoir tout obtenu. Je vais l'inviter à dîner, ai-je annoncé. Pour une réconciliation. Je lui dirai que j'ai réfléchi, que je suis prêt à un compromis, peut-être même à signer des papiers pour lui céder le contrôle de certains actifs. J'ai regardé mes alliés. Elle ne pourra pas résister. Sa cupidité la livrera à nous. Lefebvre a acquiescé. On met la maison sur écoute. Caméra, micro, tout enregistré. Vous la faites parler. Vous la poussez à avouer. Vous la laissez vous menacer, devant la caméra. J'y serai, a dit Stéphane, la voix plus assurée. Je jouerai le mari dévoué une dernière fois. Elle me croira toujours sous sa coupe, mais je porterai un micro. Maître Martin a pris son téléphone. J'ai contacté quelqu'un d'autre qui souhaite se joindre à nous. Pierre Mercier, le père de Chloé. Elle m'a regardé. Il attend ce moment depuis 15 ans, Jean. 15 ans qu'elle lui a volé 50 000 € et a disparu. Il arrive de Provence. Il veut la regarder dans les yeux quand elle devra enfin rendre des comptes. Le plan a pris forme au cours de l'heure qui a suivi. Lefebvre contacterait le procureur. Le mandat d'arrêt serait prêt, mais ne serait exécuté qu'après que Chloé se soit incriminée. Sébastien attendrait à proximité, prêt à témoigner. Gisèle et Cécile seraient disponibles comme témoins. Maître Martin préparerait tous les documents nécessaires. Tout était en place. Le piège était tendu. Cette nuit-là, après leur départ, je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai rédigé l'invitation. Chaque mot était pesé, choisi pour flatter la vanité et l'avidité de Chloé, tout en dissimulant mes véritables intentions. Chère Chloé, ai-je écrit, j'ai réfléchi à l'avenir de notre famille. Ce conflit a assez duré. Discutons d'un compromis qui satisfera tout le monde. Je suis prêt à envisager des options que j'avais peut-être écartées trop vite. Dîner chez moi samedi à 19 h. Mettons un terme pacifique à tout cela. J'ai relu le message 3 fois avant de l'envoyer. La réponse est arrivée en moins d'1 heure. Les mots de Chloé s'affichaient sur mon écran, suintant une fausse douceur et un triomphe à peine contenu. Je savais que tu finirais par entendre raison, Jean. À samedi. Samedi est arrivé, inéluctable comme un verdict. J'ai passé la matinée à préparer la maison, à vérifier les caméras, à tester le système audio qui allait lui renvoyer ses propres paroles. Maître Martin a appelé pour confirmer l'arrivée de Pierre Mercier. Lefebvre a envoyé un message pour dire que ses hommes étaient en position.
Sébastien observerait depuis sa voiture. À 18h, tout était prêt. Stéphane est arrivé en avance, pâle mais déterminé, le micro dissimulé sous sa chemise. Il m'a serré dans ses bras, une étreinte sincère, la première depuis des années. Prêt ? Ai-je demandé. Je suis prêt depuis 3 ans, a-t-il répondu. Je ne savais juste pas comment l'affronter. Chloé est arrivée à 19h précise, ponctuelle quand la victoire semblait à portée de main. Elle a franchi la porte, vêtue d'une élégante robe noire, le maquillage parfait, le sourire radieux. Elle était accompagnée d'un homme en costume, un avocat, venu pour officialiser ma capitulation. Jean, a-t-elle dit d'un ton chaleureux, comme si rien ne s'était passé. Merci d'être raisonnable. Je sais que nous avons eu des différends, mais la famille passe avant tout. Elle a désigné la table de la salle à manger, où j'avais préparé du café et des viennoiseries. On commence ? J'ai joué mon rôle à la perfection. Le vieil homme fatigué, le patriarche déchu. Je me déplaçais avec lenteur, parlais à voix basse, les épaules voûtées. J'ai pris les documents qu'elle me tendait, les ai parcourus d'une main tremblante, posant des questions dont je connaissais les réponses, la laissant m'expliquer chaque clause avec une patience condescendante. Cette partie-là transfère le pouvoir de décision à Stéphane et à moi, a-t-elle expliqué en montrant un paragraphe de jargon juridique. C'est pour ton bien, Jean. Tu as été très stressé ces derniers temps. On veut juste s'assurer que tu sois pris en charge. Je vois, ai-je dit. Et cette autre clause, sur la maison. Une simple formalité. Elle sera placée dans une fiducie familiale, mais tu pourras y vivre, bien sûr. Rien ne changera. J'ai hoché la tête, feignant de réfléchir. L'avocat s'agitait sur sa chaise. Stéphane était assis à côté de sa femme, le visage impassible, jouant son dernier rôle de mari loyal. Avant de signer, ai-je dit en posant mon stylo, j'aimerais que tout le monde entende quelque chose. Le sourire de Chloé s'est figé. Entendre quoi ? J'ai sorti de ma poche la petite télécommande. Les haut-parleurs cachés dans la pièce se sont activés, et la voix de Chloé a empli l'espace. Le vieil homme est plus facile à manipuler que je ne le pensais. Encore quelques mois, et on le fera mettre sous tutelle. Une fois que j'aurai les pleins pouvoirs, tout sera à moi. Le sang a quitté son visage. Elle s'est tournée vers Stéphane, la vérité éclatant dans ses yeux. Sa propre voix a continué, rieuse. Stéphane est trop naïf pour se douter de quoi que ce soit. Il croit vraiment que je l'aime. Qu'est-ce que c'est que ça ? Chloé s'est levée d'un bond, sa chaise raclant le sol. Arrête ça. Arrête ça tout de suite. Mais l'enregistrement continuait, dévoilant ses plans, sa cruauté, l'affaire d'Angers, le nom de Victoria, son mépris pour tous. Chloé s'est tournée vers Stéphane, le visage déformé par la rage. Tu m'as enregistré, espèce de lavette, de lâche. Après tout ce que j'ai fait pour toi. Elle s'est jetée sur lui, les doigts crochus. Je vais te détruire. Je m'assurerai que tu pourrisses en prison. Chloé, ai-je dit calmement, sa rage se brisant sur mon ton posé. Ou devrais-je dire, Victoria. Elle s'est figée. La porte d'entrée s'est ouverte. Sébastien Leroy est entré, son regard fixé sur la femme qui lui avait volé 4 ans de sa vie. Bonjour, Victoria. Tu te souviens de moi ? Chloé a reculé, manquant de renverser la table. Son avocat était pétrifié, manifestement dépassé par les événements. Sébastien, a-t-elle balbutié. Comment ? Avant qu'elle ait pu finir, la porte s'est de nouveau ouverte. Un homme plus âgé est entré, les cheveux argentés, le visage buriné, mais la posture droite, digne de celui qui a longtemps attendu ce moment. Bonjour, ma chérie, a dit Pierre Mercier doucement. 15 ans déjà. Je crois que tu as quelque chose à me rendre. Le sang-froid de Chloé a volé en éclats. Elle a balayé la pièce du regard, cherchant une issue, en vain. Son monde s'écroulait. Chaque mensonge, chaque alias, chaque victime était là, témoin de sa chute. Elle s'est précipitée vers la porte arrière. L'inspecteur Lefebvre l'y attendait, sortant de la cuisine, des menottes à la main. 2 agents l'encadraient. Victoria Mercier, alias Chloé Dubois, vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, vol d'identité, abus de faiblesse et production de faux.
Sa voix était calme, professionnelle, sans appel. Vous avez le droit de garder le silence. Le cliquetis métallique des menottes. Quelque chose a cédé en elle. Le masque est tombé, révélant la bête. Vous croyez que c'est fini? A-t-elle hurlé en se débattant. Je vous anéantirai tous. Je mettrai le feu à tout. Sa voix s'est perdue alors qu'on l'entraînait dehors, ses menaces se dissolvant dans la nuit. Dans le silence qui a suivi, j'ai entendu les sanglots de Stéphane. Il s'était effondré sur une chaise, la tête entre les mains, les épaules secouées de spasmes. Je me suis approché de lui et j'ai posé ma main sur son épaule. C'est fini, mon fils, ai-je dit doucement. C'est enfin fini. Le commissariat baignait dans une lumière crue, une odeur de café froid flottait dans l'air. Assis sur une chaise en plastique, j'observais à travers une vitre Pierre Mercier faire sa déposition. Sa voix était posée, mais je sentais le poids de 15 ans de souffrance dans chaque mot. Lefebvre m'avait autorisé à assister. Il estimait que j'avais le droit de connaître toute l'histoire. Quand elle était ma fille, elle s'appelait Victoria, a commencé Pierre. Elle a toujours été brillante. Trop, peut-être. Elle lisait dans les gens comme dans un livre ouvert. Il a marqué une pause, le regard perdu. Il y a 15 ans, elle est venue nous voir, sa mère et moi, pour nous demander de l'aide. Elle disait avoir des ennuis, avoir besoin d'argent pour un nouveau départ. On lui a donné toutes nos économies, 50 000 €. L'inspecteur en face de lui prenait des notes. En 2 mois, elle avait falsifié ma signature sur 3 demandes de prêt, vidé notre compte de retraite, ouvert des cartes de crédit au nom de ma femme. La voix de Pierre s'est étranglée. Le temps qu'on comprenne, Victoria avait disparu. Nouveau nom, nouvelle région. Ma femme ne s'en est jamais remise. Elle est morte 4 ans plus tard, se demandant encore pourquoi notre fille nous avait fait ça. Je le regardais à travers la vitre. Sa douleur était authentique, incrustée en lui. La vérité, c'est que je lui ai tout appris. Pierre a regardé l'inspecteur droit dans les yeux. J'étais un petit arnaqueur dans ma jeunesse. Rien de grave, juste des combines. Quand Victoria a montré des prédispositions pour la manipulation, j'ai cru lui donner les armes pour survivre. Il a secoué la tête. J'ai créé un monstre. Et quand elle a retourné ses talents contre nous, j'ai compris que j'avais failli en tant que père de la pire des manières. Il a sorti de son dossier des documents, des archives de Provence, des relevés bancaires avec sa signature falsifiée, de vieilles photos de Victoria sous différents noms, Sarah Mitchell, Jennifer Walsh, Victoria Leroy. À chaque fois, son apparence était légèrement différente, mais son regard restait le même. Froid, calculateur, patient. L'inspecteur a rassemblé les documents. Monsieur Mercier, êtes-vous prêt à témoigner de tout cela au tribunal? J'attends ça depuis 15 ans, a répondu Pierre. Chaque jour, depuis sa disparition, j'ai attendu. Après l'interrogatoire, Lefebvre m'a conduit dans une salle de conférence où maître Valérie Martin s'entretenait avec un procureur national, Jean-Luc Duval. Sur la table, les preuves des 3 affaires étaient réunies. Le dossier de Sébastien, mes documents, les pièces de Pierre. L'ensemble dessinait un schéma criminel d'une clarté limpide. Cela change la donne, a dit le procureur. Ce qui était au départ un abus de faiblesse devient une affaire de crime organisé à l'échelle nationale. Escroquerie en bande organisée, vol d'identité dans au moins 3 juridictions, association de malfaiteurs. Ce sont des charges fédérales. Maître Martin a acquiescé. Qu'est-ce que cela implique en termes de peine? Si elle est reconnue coupable de tous les chefs, elle encourt de 20 à 30 ans, voire plus. Il a refermé le dossier et m'a regardé. Monsieur Dubois, les documents de votre femme auraient suffi à eux seuls. Avec le reste, Victoria Mercier ne nuira plus à personne. Lefebvre m'a emmené à la zone de détention où Chloé attendait son transfert. Elle était assise derrière une vitre, en combinaison orange, le maquillage ruiné par des heures d'interrogatoire. En me voyant, son regard s'est empli de haine. Lefebvre s'est placé à côté de moi et a annoncé la nouvelle sans émotion. Vos victimes se sont retrouvées, Madame Dubois. Sébastien Leroy d'Angers, votre propre père de Provence, Jean Dubois de Normandie. Ils sont tous prêts à témoigner. Il a marqué une pause. Vous ne ferez plus jamais de mal. Chloé est restée muette,
mais j'ai vu une lueur d'incrédulité dans ses yeux, comme si elle ne pouvait pas concevoir que son monde si bien huilé se soit effondré. J'ai quitté le commissariat au crépuscule. Pierre Mercier m'attendait sur le parking. « Jean », m'a-t-il dit en me tendant la main. « Je vous remercie. » J'ai serré sa main. « Nous avons tous joué notre rôle. Il y a quelque chose que vous devez savoir. » Pierre a sorti une enveloppe de sa veste. « Votre femme m'a contacté il y a 2 ans. Monique. Elle m'a retrouvé. Elle a commencé à poser des questions sur Victoria. Il m'a tendu l'enveloppe. Elle montait ce dossier bien avant de tomber malade. Jean, elle rassemblait les preuves, elle faisait le lien entre les victimes. Elle savait ce que Victoria préparait, et elle était décidée à l'arrêter. Il a souri tristement. Vous aviez une femme exceptionnelle. J'ai regardé l'enveloppe. L'écriture de Monique. Des questions, des pistes. Même mourante, elle s'était battue pour moi. Cette nuit-là, seul dans ma maison silencieuse, je suis retourné à la boîte de Cécile. Tout au fond, sous les documents et les enregistrements, j'ai trouvé une dernière enveloppe que j'avais manquée. Scellée, avec ces mots de Monique, à n'ouvrir que lorsque tout sera vraiment fini. Je l'ai tenue longtemps, sentant le poids de ces mots, la promesse de sa voix. Puis je l'ai posée sur ma table de chevet et j'ai éteint la lumière. Demain, je lirai ces derniers mots. Le procès a débuté fin octobre, 3 mois après l'arrestation de Chloé. La salle d'audience était plus petite que je ne l'imaginais, solennelle, chargée de l'attention des victimes venues de tout le pays. Sébastien Leroy était au premier rang, à côté de Pierre Mercier. Gisèle et Cécile étaient là, graves et déterminées. Et Stéphane était assis à mes côtés, pâle, silencieux, prêt à témoigner contre la femme qu'il avait aimée. Le procès a duré 3 jours. 3 jours de preuves accablantes que même l'avocat de Chloé n'a pu réfuter. J'ai été le premier à témoigner. J'ai raconté l'appel nocturne, le murmure, la fausse urgence. J'ai détaillé le crédit frauduleux, les signatures falsifiées, la tentative de me dépouiller de tout. Le procureur m'a guidé, et j'ai répondu d'une voix ferme, celle d'un homme qui a passé sa vie à construire des choses faites pour durer. Sébastien Leroy lui a succédé. Son témoignage a été un coup de massue. Il a raconté sa rencontre avec Victoria Mercier, l'amour, la confiance, puis la trahison. Il a décrit comment elle l'avait piégé, lui faisant passer 4 ans en prison pour ses propres crimes, comment elle avait détruit sa vie, sa carrière, sa foi en l'humanité. Quand Pierre Mercier a été appelé, un silence de mort s'est fait. Voir un père condamner sa propre fille est une chose terrible. Sa voix n'a pas tremblé en décrivant l'enfance de Victoria, ses dons de manipulatrice, les leçons qu'il lui avait stupidement enseignées. Il a raconté le vol de ses économies, l'abandon de sa mère mourante, son absence totale de remords. À la fin de son témoignage, plusieurs jurés pleuraient. Mais c'est le témoignage de Stéphane qui a scellé le sort de Chloé. Il s'est avancé, portant le poids de 3 ans de terreur. Il a connecté son téléphone au système audio et a diffusé les enregistrements. Les plans de Chloé, son mépris pour lui, ses discussions sur ses autres victimes. Chaque enregistrement était authentifié, irréfutable. L'avocat de Chloé a tout tenté. La maladie mentale, la manipulation par des tiers, le malentendu. Il a dépeint Sébastien en amant et conduit, Pierre en père vengeur. Il a prétendu que les enregistrements de Stéphane étaient truqués. Le jury n'a pas été dupe. Le verdict est tombé en moins de 2 heures. Coupable. Pour tous les chefs d'accusation. Exploitation de personnes âgées, escroquerie, vol d'identité, production de faux. Le mot « coupable » a retenti 5 fois. La sentence a été lourde. 12 ans de prison ferme, sans possibilité de libération conditionnelle avant 8 ans. 450 000 € de dédommagement aux victimes. Des ordonnances restrictives permanentes. Et à l'issue de sa peine, des poursuites nationales pour escroquerie en bande organisée. Quand le marteau est tombé, j'ai regardé Chloé. Pendant des années, elle avait porté des masques. La belle-fille dévouée, l'épouse inquiète, la victime. À cet instant, tous les masques sont tombés. Ce qui restait n'était ni la rage, ni le défi. Juste une femme brisée, confrontée aux conséquences de ses actes, comprenant enfin qu'aucune ruse ne pouvait la soustraire à son destin. On l'a emmenée, menottée.
Elle n'a pas regardé en arrière. Stéphane m'a retrouvé dans le couloir. Ses yeux étaient rougis, ses mains tremblaient. Nous sommes restés là, en silence. Père et fils, séparés par des années de mensonges. Papa, sa voix s'est brisée. Je suis désolé. Tellement désolé. De ne pas t'avoir parlé plus tôt. De ne pas avoir eu la force de l'arrêter. De l'avoir choisi, par peur. J'ai regardé mon fils. J'ai revu le garçon à qui j'avais appris à faire du vélo. L'adolescent qui me demandait conseil. Le jeune homme à mes côtés aux funérailles de Monique. J'ai vu les années perdues, les moments volés. Mais j'ai aussi vu l'homme qui avait eu le courage d'enregistrer sa femme. L'homme qui avait tout risqué pour me donner les preuves. L'homme qui avait témoigné contre son bourreau. Je l'ai pris dans mes bras. Il s'est effondré contre moi, sanglotant comme un enfant. Et je l'ai serré, comme autrefois, quand il avait peur de l'orage. On va reconstruire, ai-je dit doucement. Ensemble. C'est ce que ta mère aurait voulu. Ce soir-là, assis à ma table de cuisine, j'ai regardé la nuit tomber. La dernière enveloppe de Monique était là. Je l'avais gardée avec moi pendant tout le procès, attendant ce moment. Mes mains tremblaient en brisant le sceau. À l'intérieur, son écriture, sa voix. La lettre était sur son papier bleu pâle favori. Son écriture était affaiblie, mais c'était bien la sienne. Mon très cher Jean, a-t-elle commencé. Si tu lis ceci, c'est que tu as réussi. Tu t'es protégé. Tu as protégé notre famille. J'ai toujours su que tu avais cette force en toi. Il te fallait juste la permission de l'utiliser. J'ai dû m'arrêter, les yeux embués. Je t'ai toujours vu donner, sans jamais rien demander en retour. C'est l'une des raisons pour lesquelles je t'aimais. Ta générosité, ta bonté, ta foi en l'humanité. Les mots suivants étaient soulignés. C'était beau, mon amour, mais c'était aussi une faiblesse. La bonté sans limite est une porte ouverte aux abus. Maintenant, tu sais être bon et fort. Je suis si fier de toi. J'ai caressé les mots, sentant l'empreinte de son stylo. Même mourante, elle avait pensé à moi. La lettre continuait. Ne ferme pas ton cœur, Jean. Je sais que la tentation sera grande, après Chloé. De construire des murs, de te méfier de tous. Son écriture se raffermissait. Ce serait lui donner une autre victoire. Ne lui fais pas ce cadeau. Stéphane a besoin de son père. Je sais qu'il t'a déçu. Je sais que la peur l'a rendu faible. Mais il reste notre fils, Jean, le garçon que nous avons élevé. Laisse-lui une chance de se racheter. Sois patient, ferme, mais ne ferme pas la porte. La dernière page. L'écriture était plus tremblante. Et toi, mon amour, vis. Vraiment. Plante un jardin. J'ai toujours rêvé de rosiers jaunes le long de la clôture. Lis ces livres que tu as mis de côté. Fais ce voyage à la montagne. Une pause, puis, et peut-être, un jour, retrouve l'amour. Tu as ma bénédiction. Je veux que tu sois heureux, Jean. C'est tout ce que j'ai jamais voulu. Elle avait signé simplement, pour toujours, Monique. Je suis resté à cette table jusqu'à ce que les étoiles apparaissent, relisant ces mots, les laissant m'apaiser. Elle avait tout su. Elle avait tout préparé. D'outre-tombe, elle continuait de me guider, de m'aimer. Les mois qui ont suivi ont été calmes. La fiducie de Monique a protégé notre patrimoine. J'ai changé les serrures, mis à jour la sécurité et planté des rosiers jaunes le long de la clôture. Au printemps, ils ont embaumé le jardin. Stéphane et moi avons lentement renoué. Des dîners dominicaux, d'abord maladroits, puis de plus en plus longs. Il m'a parlé de ses projets, de sa volonté de se reconstruire. Je lui ai parlé de la lettre de Monique, de sa foi en lui. Le pardon n'avait pas besoin d'être prononcé. Il se construisait dans nos silences, notre patience. Gisèle passait tous les jeudis avec une tarte. On s'asseyait sur le porche, on parlait de Monique. Cécile apportait des fleurs pour son jardin une fois par mois. Sébastien le roi appelait parfois danger. Il avait repris sa vie en main grâce au dédommagement. Nous étions liés, survivants de la même tempête.
Pierre Mercier a envoyé une lettre 6 mois après le procès. Il avait accepté le sort de sa fille, pas pardonné, mais accepté. Il m'a remercié de lui avoir permis de clore ce chapitre. Je lui ai répondu que c'était Monique qui avait tout commencé. Un soir d'été, sur mon porche, j'ai regardé le soleil couchant. Les rosiers jaunes étaient en fleurs. Le jardin de Monique était magnifique. La maison était calme, propre, mienne. Pour la première fois depuis des années, j'ai dormi d'un sommeil sans rêve. Non que le monde soit devenu sûr. Il y aura toujours des prédateurs comme Chloé. Mais j'avais appris une leçon, celle que Monique avait toujours essayé de m'enseigner. La bonté sans limite est une invitation à l'abus. Mais la bonté avec des limites, c'est la sagesse. Et la sagesse, j'ai appris, est la plus douce des vengeances. Ainsi se termine l'histoire de Jean Dubois, qui a découvert que les plus grandes victoires se remportent avec la patience, la préparation et le courage de dire non. Un appel nocturne s'est transformé en un voyage à travers la trahison, la révélation et la rédemption. Jean a compris ce que sa femme Monique avait toujours su, se protéger n'est pas de l'égoïsme, mais un instinct de survie, poser des limites n'est pas de la cruauté, mais de la sagesse. Cette histoire nous rappelle que la justice peut être lente, mais elle est implacable. Chloé croyait pouvoir manipuler un vieil homme. Elle a découvert que l'âge apporte l'expérience, la lucidité et une force affinée par les épreuves.